Bonjour Monsieur Sedaminou. Bonjour madame. Vous êtes dans le podcast Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine et nous sommes très heureux de vous recevoir dans cet épisode pour parler du 9e congrès panafricain, pour décrypter avec nous les enjeux profonds de cette rencontre internationale et comprendre en quoi Lomé, encore une fois, devient une terre de dialogue, d'engagement et d'espoir pour l'Afrique. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les spectateurs, s'il vous plaît? Je suis Afonio Kwaku Sedaminou. Je suis le coordonnateur du guichet Diaspora au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur et également en charge des préparatifs du 9e congrès panafricain de Lomé de décembre 2025. Voilà, le 9e congrès panafricain, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous parler de comment est né le congrès panafricain? Je pense qu'on ne peut pas parler de congrès panafricain sans faire référence au panafricanisme. Le panafricanisme, c'est une idéologie, c'est un mouvement qui prône l'émancipation totale de l'Afrique au plan politique, économique, social, culturel et identitaire. Et prône également la solidarité entre les peuples africains sans aucune distinction. Le panafricanisme, c'est un mouvement qui est né transatlantique, c'est-à-dire qu'il est né au-delà de l'Atlantique, aux Antilles, notamment dans les Amériques, et au 19e siècle. C'est un mouvement qui est né au même moment, dans un contexte historique et au même moment qu'il y avait les grands regroupements humains tels que le pangermanisme, le panaméricanisme, le pantouranisme, le panslavisme, pour ne citer que ceux-là. Et face au déni des droits des Africains qui étaient esclavagisés, il y a un certain nombre de pionniers, c'est vrai, des élites intellectuelles de l'époque qui se sont dit qu'il fallait mettre fin à ces injustices-là que vivaient les Africains. Et donc, on peut citer entre autres Henry Sylvester Williams, qui ont décidé de mettre en place une certaine structure permanente. Mais la difficulté, c'est qu'ils étaient répartis, quoique engagés, ils étaient répartis sur différents continents, notamment l'Afrique, l'Europe et les Amériques, au moins, sur ces 3 continents-là. Alors, ils ont décidé de laisser chacun des mouvements se revendiquant du panafricanisme prospérer sur le terrain, quitte à eux de se retrouver de façon régulière pour pouvoir poser un certain nombre d'actes assez forts, faire des revendications et puis proposer des solutions en vue de venir à fin des injustices de l'exploitation que subissaient les peuples d'Afrique. C'est donc ainsi qu'est née l'idée que puisse y avoir la première conférence. Il y avait une stratégie préalable, c'est de porter le message au cœur même du système impérial. Voilà. Et les colonies, les nations colonisatrices d'alors, on les connaissait, et c'est ainsi qu'est née l'idée qu'il puisse y avoir la première conférence à Londres, et elle a eu lieu en 1900. Et puis, il faut dire que cette conférence de Londres n'a pas... Le thème panafricain ou panafricanisme n'y était pas ressorti. Mais c'est à la suite avec William Dubois, le premier congrès panafricain de 1919 et la suite des congrès que le thème panafricanisme est ressorti. Donc, il y a eu le congrès de 1919 qui était le tout premier, hormis la conférence de 1900 dont je viens de parler. Ensuite, il y a eu la 2e édition du congrès panafricain en 1921, la 3e édition en 1923, la 4e en 1927, et puis la 5e qui s'est tenue à Manchester en 1945. Elle a constitué un véritable tournant politique puisque le panafricanisme né dans les Amériques a évolué en Europe et progressivement est venu s'installer en Afrique, avec notamment des leaders comme Kwame Nkrumah, qui prônait, lorsque le mouvement a pris un système politique, un relent politique, qui prônait donc la décolonisation et donc l'indépendance totale des peuples africains.
Et après les indépendances, le mouvement panafricain a continué. Le panafricanisme est désormais installé en Afrique. Donc, il y a eu le 6e congrès panafricain en 1974 à Dar es Salaam en Tanzanie, le 7e à Kampala en Ouganda en 1994, et puis le 8e congrès panafricain en 2014 et 2015, notamment en Afrique du Sud et puis au Ghana. Et le 9e congrès panafricain, bien évidemment, va se tenir à Lomé au cours de décembre. Voilà un peu résumé l'histoire des congrès panafricains. Donc le congrès panafricain, depuis sa naissance, a donc eu un parcours vraiment très impressionnant, de l'Europe à l'Afrique. Ma question, c'est pourquoi Lomé a été choisi comme capitale du panafricanisme pour accueillir ce 9e congrès? Il faut dire que notre pays, le Togo, a une longue histoire du panafricanisme. Déjà, au lendemain des indépendances, les premiers dirigeants de notre pays ont placé la question de l'unité africaine et de la souveraineté comme l'un des fondements de la politique étrangère du Togo. Au plan institutionnel, nous avons adhéré à l'Organisation de l'unité africaine, qui est l'organisation continentale panafricaine par excellence, qui est aujourd'hui devenue l'Union africaine. Il faut aussi dire que le père de la nation était véritablement engagé dans les questions de solidarité africaine, et comme lui-même n'hésitait pas à le dire, quand la case du voisin brûle, il faut rapidement intervenir pour éviter que l'incendie ne gagne notre maison. Donc il n'hésitait pas à se déplacer et à aller au chevet, je dirais, des pays frères qui traversaient des difficultés en signe d'unité, de solidarité. Et puis il faut dire qu'il y a cet engagement-là qui est renouvelé par le président du Conseil du Togo actuel, le président Faure Sozina Gnassingbé, et à travers lui, le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, qui est véritablement engagé pour les questions panafricaines. Pourquoi le Togo? C'est aussi parce que notre pays a été à l'initiative de la décision de l'Union africaine déclarant la décennie 2021-2031, décennie des racines africaines et de la diaspora africaine. Donc, de par cette décennie-là, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine encouragent toutes les initiatives, tous les projets, tous les événements qui permettent véritablement de porter la voix des Africains qui vivent sur le continent, mais aussi ceux-là de la diaspora et de toutes les personnes d'ascendance africaine. Ensuite, notre pays également a été chargé par la Commission de l'Union africaine d'organiser le 9e congrès panafricain de Lomé. Donc c'est un fondement institutionnel, c'est parce que les chefs d'État et de gouvernement ont reconnu dans le Togo, à travers cette initiative, les compétences nécessaires pour pouvoir organiser le 9e congrès panafricain, que cela se fait. Maintenant, notre pays aussi se reconnaît dans l'organisation antérieure de plusieurs conférences internationales, telles que la conférence sur la sécurité maritime qui avait été organisée par notre pays. Et notre pays est également... Il y a cette stabilité-là, cette stabilité au plan politique avec des institutions panafricaines telles que Ecobank, Orabank, Askai, qui sont des institutions panafricaines et qui naturellement militent en faveur du choix de Lomé comme capitale, voilà, pour pouvoir organiser le 9e congrès panafricain. C'est une grande charge qui est donnée à notre cher pays d'organiser ce 9e congrès. Mais qu'est-ce que représente au juste ce 9e congrès dans la trajectoire des précédents congrès panafricains? Il faut dire que le 9e congrès panafricain de Lomé s'inscrit dans ce qu'on peut appeler une filiation historique, puisque les congrès panafricains antérieurs ont permis un certain nombre de revendications pour, comme je l'ai dit, permettre à l'Afrique de s'émanciper véritablement. Et le 9e congrès panafricain s'inscrit dans cette filiation historique-là des combats et des luttes menées par les prédécesseurs, mais est ancré véritablement dans les enjeux et les défis contemporains. Et le défi contemporain, c'est la réforme des institutions multilatérales. C'est
comment aussi amener l'Afrique à avoir la place qu'elle mérite au sein de la gouvernance mondiale. Parce qu'il faut le dire, notre continent, l'Afrique, est marginalisé, puisque le système international actuel tel qu'il est, il est celui qui provient du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a une nouvelle configuration géopolitique à l'international où l'Afrique joue véritablement un rôle très important. Et ce rôle et cette place de l'Afrique-là, elle doit le mériter. Et donc, à travers la réforme des institutions multilatérales, à travers la réforme du système international, l'Afrique doit recouvrer, prendre cette place-là. Il y a eu récemment une conférence sur les 125 ans de la première conférence panafricaine dont vous venez de parler, qui a eu lieu à Londres en 1900. Quelles sont selon vous les grandes décisions ou orientations prises lors de la conférence de Londres sur les réparations? Effectivement, il y a eu une conférence à Londres qui a porté sur le panafricanisme et les réparations, qui ont commémoré les 125 ans de la conférence de Londres de 1900. Il s'agissait donc, lors de la conférence de Londres, de voir quel est le parcours depuis les pionniers jusqu'à aujourd'hui, les luttes qu'ont menées les pionniers jusqu'à la question de l'exigence des réparations aujourd'hui. Nous avons été esclavagisés, nous avons été colonisés, martyrisés, nos droits bafoués pendant longtemps. Et il était donc question, vu que aujourd'hui nos partenaires refusent même le dialogue, lors du dernier sommet du Commonwealth qu'il y a eu à Samoa, la question d'un dialogue en vue d'aboutir à des réparations a été posée, mais elle a été balayée d'un revers de la main. Donc, à Londres, il s'agit donc d'appeler nos partenaires à un dialogue en vue des réparations. À Londres, il s'agit aussi de continuer de sensibiliser les opinions européennes elles-mêmes sur les injustices historiques passées afin de garantir la non-répétition pour les générations à venir. Il s'agit aussi de continuer de sensibiliser non seulement les Africains du continent, mais également la diaspora et les personnes d'ascendance africaine sur la cause des réparations. Voilà les orientations de la conférence de Londres, voilà, et qui seront reversées lors du 9e congrès panafricain de Lomé. Voilà, vous avez un peu amorcé ma prochaine question. Est-ce que le 9e congrès panafricain s'inscrit donc dans la continuité de ce qui a été amorcé à Londres? Donc, les décisions qui ont été prises ou les sujets de discussion qu'il y a eu à Londres. Donc, le 9e congrès panafricain va suivre cette continuité-là. Le 9e congrès panafricain s'inscrit dans ce qui a été fait à Londres, mais pas que. À Londres, comme je l'ai dit, la question des réparations a été abordée. Et notre pays, le Togo, a été également à l'initiative d'une décision, la décision qualifiant l'esclavage, la colonisation, la déportation de crimes contre l'humanité et de génocide contre les peuples africains. Donc, si à Londres, la question des réparations a été abordée et qu'il y a eu cette décision-là de l'Union africaine à l'initiative du Togo, et je voudrais le relever, l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement ont confié au Togo le suivi de la mise en œuvre et des implications de cette décision-là. Voilà. Et un autre point, c'est que le thème 2025 de l'Union africaine porte sur les réparations. Donc, c'est justice pour les Africains, les personnes d'ascendance africaine, par les réparations. Donc, s'il y a une mise en œuvre et un suivi des implications de cette décision-là, c'est pour dire que ce qui s'est passé à Londres, oui, s'inscrit dans le cadre du 9e congrès panafricain, mais pas que. Pourquoi est-ce que je dis pas que? Parce que pour rendre le 9e congrès panafricain plus inclusif, il y a eu un certain nombre de conférences préparatoires qui se sont tenues. Il y en a eu 6, ce sont des conférences régionales, notamment dans les 5 régions du continent, mais aussi dans la région diaspora. Les 5 régions du continent, ce sont lesquelles? C'est d'abord en Afrique du Sud, et ça portait sur le panafricanisme, la science, le savoir et la technologie. C'était les 3 et 4 décembre 2023. Ensuite, il y a eu pour la région Afrique de l'Ouest, ça s'est
tenu à Bamako au Mali et ça portait sur le thème panafricanisme, migration et développement. Il y a eu ensuite une autre conférence qui s'est tenue au Maroc qui a porté sur le thème migration et développement. La conférence de la région Afrique centrale qui s'est tenue à Brazzaville au Congo a porté sur le thème panafricanisme, émergence économique. Voilà. Et puis la dernière conférence qui s'est tenue sur le continent africain a été organisée par la Tanzanie et a porté sur le thème africanophonie, culture, éducation et identité africaine. Voilà les 5 conférences qui se sont tenues sur le continent africain. Mais comme nous le savons, depuis 2001, l'Union africaine considère la diaspora comme la 6e région du continent. Et donc, pour faire un clin d'œil à la diaspora, aux personnes d'ascendance africaine, il y a eu cette 6e conférence préparatoire là, qui s'est tenue à Bahia, au Brésil. Voilà. Donc, toutes ces conférences-là ont été sanctionnées par des déclarations et ces déclarations-là vont être réversées. Et puis, un certain nombre de décisions véritablement concrètes vont émerger en tenant compte de toutes ces conférences préparatoires-là. Maintenant, pour faire davantage un clin d'œil aux populations africaines résidant à l'extérieur, le Togo a participé à des conférences internationales et une de ces conférences-là, c'est celle de Cuba. Et la conférence internationale de Cuba est venue sanctionner la fin de la première décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Voilà. Et elle a porté sur le thème égalité, équité et justice sociale. Le Togo aussi a participé à ce qu'on peut appeler la conférence qui marque les 140 ans de Berlin, de la conférence de 1884-1885 de Berlin. Et des conclusions ont été tirées quant aux conséquences toujours actuelles de cette division de l'Afrique là qui a été imposée alors même que nous n'y étions pas. Voilà. Donc c'est pour dire que Londres, oui, mais pas forcément que Londres. Tout ce qui a été fait au niveau du continent africain, dans la diaspora, mais dans la suite des conférences internationales auxquelles le Togo continue de participer, voilà, non pas des conclusions, mais des enseignements. Voilà. Je dirais des enseignements en seront tirés pour véritablement alimenter le 9e congrès panafricain. Donc le 9e congrès sera un rendez-vous, en tout cas central, de plusieurs questions qui ont déjà été abordées, mais c'est le lieu pour tout centraliser. Mais quels sont vraiment les grands enjeux de ce 9e congrès? Qu'est-ce qu'on attend concrètement du 9e congrès panafricain? Moi, c'est la réforme des institutions multilatérales. Redonner à l'Afrique la place qu'elle mérite dans la gouvernance mondiale. Deuxièmement, c'est de pouvoir rapprocher la diaspora africaine qui est sur le continent des diasporas et des personnes d'ascendance africaine. Il y a ce sentiment-là de la part des personnes d'ascendance africaine d'un abandon, voilà, du continent africain, du fait que ça peut être un jeu de l'esprit, hein, mais on a cette impression-là qu'il y a très peu d'intérêt manifesté par les populations ou le continent africain vis-à-vis des personnes d'ascendance africaine. Donc, c'est de les rapprocher véritablement. Troisième chose, c'est de constituer une nouvelle somme d'associations humaines. Parce que nous avons constaté que pendant longtemps, l'Africain a été martyrisé, violenté, si bien qu'il a perdu lui-même sa fierté. Voilà. Donc, c'est de pouvoir remettre cette identité africaine, cette identité panafricaine-là au cœur du système mondial afin que l'Afrique puisse continuer de parler d'une seule voix, mais de façon fière. Voilà. Donc, 3 points essentiellement que vous avez énumérés, qu'on peut considérer comme des enjeux, des décisions concrètes. Est-ce que ce sera des discussions qu'il y aura ou des décisions qui doivent être prises avant la fin de ce congrès-là? Est-ce qu'à la fin de ce congrès, on dira voici, ce sont des décisions qui ont été prises et voici les mesures prises avec ces décisions-là pour les mettre en pratique et avoir du concret avant le prochain congrès, par exemple? C'est d'abord un espace de réflexion.
un espace de réflexion, puisque ça permettra aux Africains, comme même a eu à le dire le professeur Robert Doucet, d'être nous-mêmes, voilà, de penser par nous-mêmes. Donc c'est un espace où les Africains peuvent réfléchir par eux-mêmes, décider pour eux-mêmes ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Voilà. C'est aussi un espace où les Africains, les personnes d'ascendance africaine vont penser véritablement à comment mettre en place des stratégies communes pour le développement de l'Afrique. C'est aussi un espace où les personnes d'ascendance africaine et les personnes du continent vont définir, voilà, des mécanismes afin de pouvoir continuer de collaborer ensemble. Voilà. Mais c'est aussi un espace où des décisions concrètes vont être prises, puisque à l'issue du congrès, il est envisagé qu'il puisse y avoir la déclaration du 9e congrès panafricain, qui va être une véritable feuille de route pour le développement de l'Afrique. Il va également y avoir un plan d'action ou un plan directeur avec les différentes idées, les différentes propositions pour, voilà, je vais me répéter, mais faire véritablement avancer l'Afrique vers l'émergence. Aujourd'hui, il existe plusieurs courants se réclamant du panafricanisme qui s'expriment beaucoup sur le continent. On l'entend parler sur les réseaux un peu partout. Est-ce que le Congrès va-t-il rassembler toutes ces personnes malgré leurs divergences? La particularité du 9e Congrès panafricain de Lomé, c'est l'unité. C'est de rassembler, comme on dirait, tout ce qui est éparse. Donc, tout le monde, tous ceux qui se réclament du panafricanisme, ou tous ceux qui sont panafricanistes sont attendus à Lomé. Lomé sera un véritable centre de convergence. Il ne va pas y avoir de distinction entre ce qu'on peut appeler le panafricanisme étatique et les revendications populaires. Il ne va pas y avoir de différence entre les gouvernements et les associations de la société civile qui sont, il faut le dire, assez fougueuses. Il ne va pas y avoir de distinction entre les universitaires et les activistes. Il ne va pas y avoir de distinction entre les panafricanistes de terrain, entre ceux-là qui sont les plus modérés et ceux-là qui sont les plus radicaux. Donc tout le monde est attendu à Lomé parce que Lomé, c'est la capitale de l'unité, c'est la capitale de la solidarité africaine. Donc le congrès peut s'annoncer assez... Parce qu'avec toute cette divergence-là d'opinions, de courants, donc espace de réflexion, mais des espaces où quand même il y aura beaucoup de débats, j'imagine. Parce que si les idées ne convergent pas, les idées ne vont pas ensemble, forcément il y aura beaucoup de réflexions. Donc on peut sortir de ce congrès-là avec beaucoup plus de questionnements en fait, que de solutions, j'imagine. Il va y avoir beaucoup de débats, c'est vrai. Il va y avoir beaucoup de questionnements, c'est vrai. Mais n'oublions pas que notre Lomé est la capitale de la paix, de la médiation, du dialogue. Voilà. Et donc, sur cette base-là, quoi qu'il y ait beaucoup de débats, je l'ai dit tantôt, ces différents débats-là vont converger vers une solution unique, vers une solution commune, une solution consensuelle. Quel rôle vous pensez que la jeunesse africaine peut jouer dans cette dynamique panafricaine? Est-ce qu'elle est suffisamment impliquée dans le processus? Sans la jeunesse, il n'y a pas de panafricanisme. Voilà. C'est la force motrice du mouvement panafricain. La jeunesse est véritablement impliquée dans tout ce que nous faisons. J'ai eu à le dire, la conférence de Londres, elle s'est tenue dans une université. Au Brésil, la conférence de la région diaspora, la conférence préparatoire, les sessions de la société civile se sont déroulées à l'Université nationale de Bahia. Ça, c'est au plan international. Au plan interne, par exemple, nous avons organisé déjà, et ça c'était pas plus tard que la semaine dernière, une conférence à l'Université de Lomé. Il en est prévu une à l'Université de Kara et dans les universités privées, aussi au Togo, mais voire même dans des écoles. La jeunesse est également impliquée parce que lors du 9e congrès panafricain, il va y avoir une rencontre des jeunes.
Même à cet effet-là, il y a un concours qui a été organisé pour la sélection d'un certain nombre de jeunes africains et de la diaspora qui viendront à Lomé pour participer au congrès. Donc c'est pour dire que la jeunesse est véritablement impliquée dans tout ce qui se fait dans les préparatifs du 9e congrès panafricain. Maintenant, quel est le rôle qu'elle doit jouer avant d'en arriver au rôle, je crois que la jeunesse elle-même doit s'éduquer, s'instruire, voilà, et puis prendre en main son destin, comme on le dit. Donc, il y a un rôle de sensibilisation que cette jeunesse-là doit jouer, sensibiliser sur les questions panafricaines. Il y a un rôle de plaidoyer en vue de l'unité. Et puis, je dirais que peut-être comme dernier rôle, être le gardien de l'identité africaine et de l'identité panafricaine. Et qu'en est-il des intellectuels, artistes et penseurs togolais? Est-ce que leur voix sera présente dans la construction de cette réflexion panafricaine qui aura lieu sur leur sol? Bien sûr, personne ne sera oublié. Le 9e congrès panafricain sera aussi le rendez-vous de cette intelligentsia-là togolaise, voilà, artistes, musiciens, peintres. Tout le monde sera associé et à l'image de grands artistes, je ne vais peut-être citer certains noms, mais tout le monde sera représenté à Lomé. Bien sûr, je parle des Togolais. Voilà. Et je reviens un peu aux diasporas africaines qui sont souvent actives sur ces questions-là. Est-ce qu'elles sont représentées et écoutées dans les discussions autour du Congrès au même niveau que les Africains qui sont sur le sol africain? Oui, elles sont représentées, elles sont écoutées. Pour la question des réparations, par exemple, il y a un travail commun qui est mené avec la CARICOM, voilà, la communauté des Caraïbes. Et lors du dernier sommet de l'Union africaine, les représentants de la CARICOM étaient présents pour qu'on puisse parler d'une seule voix, pour que nous puissions ensemble déterminer des mécanismes consensuels, voilà, pour aller vers des revendications communes. C'est pour dire qu'elles sont véritablement écoutées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je l'ai dit tantôt, l'Union africaine, depuis 2001, considère la diaspora comme la 6e région du continent. 6e région du continent. Et pour l'Africain lambda, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ce congrès peut vraiment changer? Après ce congrès-là, qu'est-ce que l'Africain lambda, la vendeuse au bord de la route, qu'est-ce qu'ils vont ressentir comme changement? L'Africain lambda, l'objectif, par exemple, c'est la réforme des institutions multilatérales. Et si les institutions multilatérales sont réformées, cela va avoir un impact direct sur les communautés, voire sur l'Africain lambda. Le système commercial donne la part large et où nous sommes considérés comme de simples exportateurs de matières premières, alors que les produits transformés nous reviennent beaucoup plus cher. Si le système est réformé et que nous avons la possibilité nous-mêmes de fixer le prix de nos matières premières, cela va directement à l'avantage, par exemple, du paysan, du citoyen lambda. La deuxième des choses, pendant longtemps, nos cultures ont été dévalorisées. Le citoyen lambda, lorsque l'Afrique va avoir véritablement sa place dans la gouvernance mondiale, le citoyen lambda va se sentir davantage fier parce qu'il va sentir sa culture soutenue, promue. Voilà, par exemple. Donc, c'est des impacts qu'il peut y avoir véritablement sur les citoyens lambda. Et puis, je dirais peut-être en troisième lieu, le dialogue avec la diaspora va lui donner la possibilité de tisser de nouveaux liens, et puis de s'ouvrir véritablement sur le monde. Vous avez donné à peu près une date, vous avez dit que le congrès aura lieu en décembre. Est-ce qu'il y a plus de détails qu'on peut savoir la date, par exemple, des sites vers lesquels se diriger? Est-ce que vous avez peut-être des informations à donner ou c'est encore au niveau de l'organisation? Ce sera en décembre, ce sera au cours de la première quinzaine du mois de décembre. Je voudrais me permettre de donner la possibilité aux voix beaucoup plus autorisées d'en parler. Mais il y a un site web du 9e congrès panafricain qui va être actualisé, bien entendu, mais c'est le PAC9
9-lomé2024.com. Pourquoi? Parce que le 9e congrès aurait dû avoir lieu l'année dernière, mais il a été reporté dans un souci d'inclusivité, voilà, pour permettre davantage à tout le monde de véritablement avoir voix au chapitre lors du 9e congrès panafricain. Si vous devez résumer en une image ou un mot ce que représente pour vous ce 9e congrès panafricain, que choisirez-vous? En une image, je crois qu'il n'y a rien de plus parlant que le logo lui-même du 9e congrès panafricain. Maintenant, en un mot, je dirais renouveau. Je dirais renouveau. Pourquoi renouveau? Premièrement, parce que lorsque vous voyez le logo du 9e congrès panafricain, ça donne l'impression d'être un arbre majestueux, qui plonge véritablement ses racines dans le passé, dans la richesse culturelle africaine, mais dont les feuilles s'étendent de façon vertueuse vers l'avenir. Voilà. Ça donne également, lorsque vous voyez le logo, la silhouette générale, donne des racines qui montrent la diversité de l'Afrique, mais également son unité. Ça donne également, vous avez cette impression-là de voir l'Afrique en mouvement, l'Afrique en action, l'Afrique qui se transforme, l'Afrique qui est véritablement engagée pour aller vers l'émergence, vers le développement. Voilà le mot qui récapitule pour moi le 9e congrès panafricain. Donc, aller véritablement vers l'espoir. Est-ce qu'il y a un thème déjà pour ce 9e congrès? Oui, le thème du 9e congrès panafricain de Lomé, c'est « Renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour l'avenir ». Ok, je pense que ça résume beaucoup tout ce qu'on vient de dire. Nous arrivons à la fin de cet épisode du podcast Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine, où nous avons eu l'honneur de discuter avec Monsieur Sedaminou sur le 9e congrès panafricain, les enjeux et ce que ça peut apporter réellement pour nous, Africains. Merci, Monsieur Sedaminou. Merci à vous-même et à toute votre équipe pour cette opportunité-là que vous nous donnez de parler du 9e congrès panafricain de Lomé. Il revient à nous-mêmes, Africains, de nous approprier le narratif de ce que nous voulons, et c'est cette opportunité-là que vous nous donnez, et continuons de nous mobiliser pour le succès du 9e congrès panafricain de Lomé et pour le développement de l'Afrique. Je vous remercie. Merci, monsieur.